Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, quand on divorce, le couple explose, mais comment le transformer en équipe parentale dans l'intérêt de l'enfant? C'est ce que se propose de faire Team Parents. C'est une appli créée par Noémie Kenkins-Sonigo. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, anniversaire et programme de français aujourd'hui. L'anniversaire, c'est celui de la mort de Jules Renard, l'auteur de cet immense classique de la littérature jeunesse qui est Poil de carotte. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, sortie cinéma en ce mercredi avec le film Héroïco de David Zodana. Et puis rendez-vous avec Candy Sanzel en fin d'émission et son conseil de famille sur la table familiale. Aujourd'hui, il y a des légumes verts et il va parfois falloir ruser pour les faire passer. Elle vous racontera tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Une famille sur 4 est une famille monoparentale. C'est 2 fois plus qu'en 1990. Conséquence, les enfants de parents séparés sont eux aussi plus nombreux, 4 millions. Alors comment leur permettre de grandir le mieux possible après un divorce ou après une séparation? Eh bien en aidant les parents à maintenir un lien. C'est l'objectif de l'appli Team Parents. Elle a été créée par Noémie Kenkins-Sonigo, ancienne avocate spécialisée en droit de la famille qu'on a grand plaisir à accueillir. Merci. On vous dit plus maître alors, je vous dis plus bonjour maître. Non, c'est fini. Bonjour Noémie alors. Le cœur du débat, le cœur du projet, c'est l'idée que ce couple parental, vous dites l'équipe, hein, ouais. Mais et peut-être d'ailleurs qu'il y a plus qu'une nuance dans ce choix, que cette équipe, elle doit survivre à la séparation pour le bien des enfants. Et elle doit se reconstruire. Effectivement, il y a une nuance entre le couple parental et l'équipe parentale. Dans le système judiciaire, on utilise beaucoup le terme couple parental. C'est celui que j'avais en tête, je vous avoue. Oui, ouais. Exactement. Moi, j'aime bien utiliser l'équipe parentale parce que ça enlève la partie vraiment amoureuse et émotionnelle. Et ça montre que c'est quoi une équipe? Une équipe, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble dans un but commun. Eh bien, les parents, qu'ils soient ensemble ou pas, qu'ils soient en conflit ou pas, ils ont un but commun qui est que leur enfant aille bien. Et donc l'équipe parentale, c'est ce groupe que va constituer les parents et qu'on va essayer d'accompagner. Parce qu'on sait aujourd'hui, on a pas mal de recherches, notamment dans les pays anglo-saxons, qui nous prouvent que c'est pas tellement la séparation ou non des parents, ni même le mode de garde qui a un impact sur la santé et le développement des enfants. C'est plutôt la qualité de l'équipe parentale, le niveau de conflictualité dans les relations interparentales qui vont avoir un vrai impact sur le développement et la santé de l'enfant. Et donc nous, on essaye de travailler là-dessus. Développement et santé de l'enfant qui sont censés être au cœur de tout. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est normalement l'argument absolu dans les décisions de justice. Exactement, c'est le cœur du droit de la famille. C'est-à-dire que toutes les décisions d'un juge aux affaires familiales ou d'un juge pour enfants doivent être prises en fonction de l'intérêt de l'enfant. Le problème, c'est que définir précisément l'intérêt de l'enfant, c'est très compliqué. Il peut y avoir des visions différentes de ce qu'est l'enfant, ses besoins, ses attentes, son intérêt. Donc, c'est pas si simple que ça. Vous avez été avocate spécialisée en droit de la famille. Exactement. Pourquoi vous avez arrêté le système judiciaire? Ça n'allait pas? Alors, pour plein de raisons, personnelles, professionnelles, et aussi parce que moi, j'ai vu le système judiciaire se dégrader. Pour des raisons de digitalisation, de manque de budget, de temps accordé par dossier. Digitalisation, ça fait quoi? C'est-à-dire que ça a dépersonnalisé la relation? C'est-à-dire que ça a un impact très fort et positif sur l'efficacité de cette rapidité quand même. Et la rapidité. Ouais. Mais ça n'a pas accéléré les procédures, ça les a plutôt déshumanisées. Et donc là où au début de ma carrière d'avocat, quand j'étais un bébé avocat, je pouvais aller voir un magistrat, un greffier pour parler des gens, parce qu'en droit de la famille, on parle vraiment du cœur de la vie des gens, et aujourd'hui c'est plus possible, on accède peu aux magistrats, et puis il y a beaucoup de problèmes de budget et de personnel dans le système judiciaire, et du coup les magistrats ont très très peu de temps à accorder à chaque dossier. Donc il y a très peu d'analyse. Et là, à un moment, vous vous dites finalement, je ne fais pas mon boulot comme j'aimerais le faire. Exactement. Je ne protège pas les personnes que je suis censé protéger du mieux que je peux. Exactement. Je ne les accompagne pas, je ne les soutiens pas, je suis l'instrument d'un système qui est malade et donc je fais un pas de côté pour trouver d'autres moyens de soutenir les familles. D'où l'idée de cette appli, Team Parents, et d'où l'idée de créer, alors vous appelez ça une safe place. Safe place, je vais y arriver. Exactement. Une zone de sécurité. Une zone de sécurité, exactement. L'idée, c'est que moi, depuis le début de ma carrière, maintenant, ça va faire 15-20 années, toutes les semaines, je suis contactée par des proches, des proches de proches, des proches de proches de proches de proches qui traversent une crise familiale et qui sont complètement perdus, qui ne savent pas par quoi commencer. Alors, on trouve quoi dans cette safe place? Alors, on trouve plein de choses. On trouve une partie qui s'appelle « Mes droits ». C'est de la vulgarisation juridique pour qu'on comprenne tout à nos droits, nos devoirs, le système judiciaire. On a une partie qui s'appelle « Vie de parents » où il y a des podcasts de psy, des contenus vraiment sur la parentalité. On a une partie qui s'appelle Mes Teams, c'est des groupes de parole gratuits.
Une partie qui s'appelle les pros, c'est un annuaire de professionnels qu'on recommande aux parents. C'est ça, et vous nous mettez, tout est gratuit hein, sur l'appli, je ne l'ai pas. Sauf les rendez-vous individuels. Voilà, sauf les rendez-vous individuels. Voilà. Mais toute la base d'infos, la communauté, etc. Exactement. Et en revanche, vous avez choisi une équipe de pros, notamment d'avocats d'ailleurs. Ouais. Et vous dites d'avocats qui ont une préférence pour les règlements à l'amiable. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'expérience qui parle. C'est l'expérience qui parle parce que moi, très souvent dans mon cabinet, on venait me voir en me disant « Moi, on vous a recommandé parce que je veux un avocat bulldog qui aille à la guerre. » Et moi, je suis... Alors non. On voulait un Doberman, on t'a bonjour la minute. Alors non, je ne suis pas ça. Et les avocats qui attisent le feu, attisent les conflits... C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que surtout quand il y a des enfants... C'est pas bon. Donc moi, je choisis dans Team Parent que des avocats qui sont spécialisés, formés en continu, compétents. Et qui vont d'abord chercher le règlement à l'amiable, même si parfois c'est pas possible. Parfois c'est pas possible, surtout quand il y a des violences conjugales. Mais quand c'est possible, qui poussent à l'amiable. Et Team Parent, qui dans la grande famille des applis est à la fois une parentech, tech et une legal tech, c'est-à-dire une appli liée au droit. On parle de tous les services qu'elle peut vous rendre avec Noémie juste après l'anti-sèche. Tout de suite, on va parler de Jules Renard, poil de carotte. Il est à côté de moi. Non, c'est vrai, on aurait pu vous teindre les cheveux aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. Hein, oui. Vous en avez, avec moi, ça n'aurait pas été très convaincant. Anti-sèche littéraire, aujourd'hui, bonjour. On célèbre la disparition de Jules Renard, l'un des plus grands écrivains français du 19e. Il est mort un 22 mai. Et comme vous aimez les dates rondes, on célèbre aussi les 160 ans de sa naissance. Ah, car il est né en 1864, alors. Oui, 22 février, bon. exactement. Tout le monde l'a étudié au moins une fois à l'école. Oui, tout le monde. Tout à fait. Vous aussi? Eh bien voilà, sans doute. On a quelqu'un en commun, c'est Jules Renard et Poil de carotte. Oui, un classique de la littérature française et puis aussi l'un des auteurs paradoxalement les moins connus quand même de la littérature française. Lui donc il voit le jour donc en 1864 à Châlons-du-Maine, petite commune près de Laval dans la Mayenne. Il vit dans une famille plutôt bourgeoise, il faut le dire. Une mère qui ne l'aime pas vraiment, un père qui n'est pas vraiment présent. C'est votre définition de la famille bourgeoise? Bah, c'est la famille bourgeoise de Jules Renard en tout cas. Et donc lui il est quand même marqué par cet amour pour la littérature, pour la nature. Il vit beaucoup avec les animaux aussi dès son plus jeune âge dans sa maison. Il a un parcours plutôt classique. Il est étudiant en pension à Nevers, enfin classique je veux dire, dans cette fin du 19e siècle pour la plupart des enfants de bourgeois. Ensuite il passe son baccalauréat au lycée Charlemagne à Paris. Il prépare l'école normale supérieure et en fait au dernier moment il renonce, il se dit non, c'est pas sa destinée. Il préfère plutôt échanger avec les cercles littéraires parisiens. C'est là qu'il fait la connaissance d'Alphonse Daudet, d'Octave Mirbeau. Il commence par écrire des nouvelles, des chroniques dans la presse. Ça ne marche pas beaucoup, même pas du tout d'ailleurs. Il n'a pas d'argent et par contre, il a un amour incommensurable pour l'écriture et ça lui permet de survivre. Il se marie ensuite en 1888. Son mariage lui permet de gagner un peu d'argent et il participe à la refondation du Mercure de France avec de nombreux amis et il devient un très proche de Sacha Guitry, un très proche d'Edmond Rostand ou encore des Goncourt. Jusque-là, Jules Renard n'a donc pas de succès en tant qu'écrivain, mais avec toutes ces nouvelles collaborations, il commence quand même à se faire connaître petit à petit et il se fait un nom grâce à ce cercle littéraire parisien. 1892, Les Cornifleurs, c'est son premier grand succès, l'histoire d'un homme qui est rusé comme un renard. Ben oui, en fait, souvent, dans tous ses romans, dans tous ses écrits, de sa naissance à sa mort, il s'inspire toujours de son enfance, de sa vie. Et donc là, c'est ses vacances passées à Harfleur, où en fait, c'est l'histoire d'un homme qui va devenir... Il faut le dire que la famille... Il sera un peu indispensable. Exactement, indispensable. Et c'est un peu son... C'est Harry, un ami qui vous veut du bien. C'est exactement ça. Fin 19e. Et en fait, il critique aussi la bourgeoisie, qu'il détestait aussi en tant qu'enfant. Il entre ensuite à la Société des gens de lettres. Et le plus gros succès de sa carrière pointe son nez, ou pointe ses cheveux plutôt, ses poils de carotte. En fait, c'est un roman, alors pas entièrement autobiographique, mais semi-autobiographique. Donc cette enfance, c'est l'un des premiers romans français qui parle de ces enfants mal aimés et qui sont maltraités aussi. D'un côté, cette mère et son père qui ne sont pas là et ce souffre-douleur aussi. Donc c'est François Lepic qui est roux, qui a des taches de rousseur et qui est détesté à l'école. Et l'indifférence de son père, ça l'a fortement marqué et ça lui sert dans son roman. D'ailleurs, il s'inspire aussi tous les paysages que l'on retrouve dans Poil de carotte, c'est son enfance, notamment passée à Nevers, et rapidement il devient un classique de la littérature française, il faut le dire. Il publie aussi Histoire naturelle en 1896, de courtes histoires qui mettent en scène également
comment dirais-je, ces animaux anthropomorphiques, donc apparence humaine. Donc très tôt aussi, il faut savoir aussi que lui, pendant ses écrits, il avait aussi un journal intime. C'est ça, il y a le journal Jules Renard qui est très connu. Exactement, c'est ça. Et à la fois qui parle de sa vie très personnelle, ses problèmes familiaux, mais aussi il peint aussi cette vie politique française, cette vie extrêmement dure au début du XXe siècle. Et donc d'ailleurs, ce journal intime sera publié à titre posthume en plusieurs volumes longtemps après sa mort. Il est décoré de la Légion d'honneur. Il est membre de l'Académie de Goncourt. Il devient même maire de Chitry-les-Mines, comme son papa, de 1904 jusqu'à 1910. Et c'est aussi l'un des premiers hommes à avoir s'être battu pour instaurer la gratuité des fournitures scolaires. Donc voilà, ça vient de Jules Renard. Définitivement sa place sur School TV. Exactement. Il meurt de quoi? Il meurt en fait d'artériosclérose. Je vous attendais à ce nom-là. Oui, il meurt d'artériosclérose. Oui. Ouais, je vous attendais, je voulais pas le dire justement. Et donc c'est les artères qui sont bouchées en quelque sorte à l'âge seulement de 46 ans, donc en 1910, et donc il meurt dans le cimetière familial à Chitry-les-Mines. Et regardez sa tombe, elle est absolument magnifique. C'est un livre ouvert. Un livre ouvert. Voilà, Jules Renard, un monument de la littérature française et ce classique qu'on adore lire et relire. Merci beaucoup pour cet anti-sèche littéraire et anniversaire. On se retrouve pour la récré. Allez. Récré ciné dans quelques minutes. Toujours. Mais pour l'instant, nous continuons à parler parentalité, team parents. En France, en 2023, 444 700 victimes de violences physiques ont été enregistrées. C'est une augmentation de 7% par rapport à 2022. Et plus de la moitié de ces cas étaient des victimes de violences intrafamiliales, peut-on lire sur le site de Team Parents, start-up qu'on accueille aujourd'hui car elle vient d'annoncer la sortie de son espace Zone Rouge. Elle a été créée par Noémie Kenkin-Sonigo, ancienne avocate spécialisée en droit de la famille. Alors cette Zone Rouge, vous nous avez décrit un peu le fonctionnement de Team Parents juste avant l'anti-sèche. Cette Zone Rouge, c'est quoi ? Alors, cette zone rouge, c'est une boîte à outils avec plein de ressources quand on se sent dans une situation soit de danger, soit de stress. Donc on est sur l'urgence, c'est alerte rouge. On n'est pas bien. Voilà, on se pose des questions sur plein de sujets et le premier sujet, c'est effectivement le sujet des violences conjugales. On sait qu'il y a une femme sur 6 ou sur 7 qui sera victime de violences conjugales dans sa vie et les hommes aussi peuvent être victimes même si on en parle moins. Et la première démarche pour se protéger, c'est la prise de conscience, qui n'est pas toujours facile et qui peut parfois prendre des mois, des années. Et c'est pour ça que vous faites des tests sur la zone rouge. Il y a des tests. Il y a un test sur les violences conjugales. Donc vous pouvez faire, on peut tous faire, etc. Vous faites le test, vous répondez à des questions et on vous dit, et parfois, on se rend compte qu'il se passe des trucs pas tout à fait normaux. Eh bien, à l'issue du test, on va vous dire protégez-vous, ou vous êtes en danger, ou alors on va vous orienter vers des contenus vers des numéros d'urgence ou vers des professionnels pour vous aider à continuer cette prise de conscience ou alors à prendre en charge l'urgence, justement. Parce que, et ça vous le rappelez aussi, toutes ces périodes de séparation, de divorce, la monoparentalité, ce sont des terreaux fertiles pour le développement de violence. Quand on regarde les statistiques, il y a une plus forte prévalence dans ces situations-là. Oui, tout à fait. Vraiment, il y a deux périodes vraiment fertiles pour les violences conjugales. C'est la période de la grossesse et la période de la séparation. Et vraiment, la période de la séparation, c'est une période à haut risque quand on est dans un terreau fragile et où il y a des violences conjugales. Il y a des violences physiques, il y a aussi des violences économiques. On dit famille monoparentale, on devrait dire famille maman, oui, alors dans mono-maternelle, quoi. Enfin, ce sont les mères solos. Ce sont souvent les mères solos. Effectivement, il y a 8 familles monoparentales sur 10 qui ont à leur tête une femme. Donc on euphémise quand même beaucoup le sujet. Oui, encore. Alors il commence à y avoir une prise de conscience, notamment par les pouvoirs publics et par les médias, et merci d'en parler. Et c'est vrai que les familles monoparentales avec une femme à leur tête sont plus fragiles. C'est des facteurs de risque supplémentaires en termes de difficulté d'accès à l'emploi, de maintien dans l'emploi, de précarité, de mal logement. 40% des enfants de familles monoparentales sont sous le seuil de pauvreté. Ce qui est considérable. C'est 2 fois plus qu'en population générale. C'est ça. Et avec des mères de familles monoparentales, 45% d'entre elles qui ont un niveau inférieur au bac, contre 29% des mères de familles, entre guillemets, traditionnelles. Il y a une espèce de cercle vicieux d'accroissement des précarités, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis Oui, tout à fait. Non, mais voilà, pardon, excusez-moi, je voulais... Parce que
Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un décrochage en fait des carrières des femmes à l'accession à la maternité, et ce décrochage est encore plus fort au moment de la séparation. Et il s'amplifie. Il y a aussi donc cette fameuse opacité des procédures judiciaires dont vous parliez en première partie de l'émission, et ça c'est un des cœurs de votre bataille quand même. C'est vraiment le cœur de notre bataille. Nous on voit, et puis il commence à y avoir de la recherche, notamment il y a Émilie Curinier qui est une chercheuse de Sciences Po qui a fait des études sur la justice familiale, qui fait un travail formidable, mais c'est pas la seule, et qui pointe du doigt le fait que quand on est accompagné par un avocat, par un bon avocat, et qu'on comprend les procédures dans lesquelles on se trouve et à travers lesquelles on passe, et ben en fait on est mieux traité par la justice et on vit mieux les procédures. C'est comme quand on a une grave maladie et qu'on entre dans le système de santé, on est face à des sachants, face à une institution qui marche plus ou moins bien, et on se sent parfois écrasé par le stress et les enjeux de la situation, mais en plus, on ne se sent pas sans pouvoir d'agir sur la situation. Alors que si on a la chance de pouvoir discuter avec un médecin, que ce soit son propre médecin ou quelqu'un... D'être bien accompagné, exactement. Dans un entourage Sachant familial ou amical. Que dans le divorce et la séparation se rajoute à ça souvent le conflit. Et donc quelqu'un qui va ramer dans le sens inverse, et donc qui va nous fragiliser encore plus. Sans parler des violences, forcément, sans parler des conflits, il y a aussi tout simplement le risque de burn-out parental au moment, dans les mois, les années parfois qui suivent les divorces. Oui, tout à fait. Et sur la zone rouge, il y a d'autres outils qui vont venir questionner la santé mentale et le bien-être des parents. Il y a un test sur l'équipe parentale, justement, comment va l'équipe parentale ? Parce qu'on sait que c'est un facteur soit de risque, soit de protection, de bien-être des parents et des enfants. Et l'équipe parentale, c'est un sujet qui est, nous, c'est vraiment le cœur de notre mission, mais qui n'est pas encore assez exploité en France. Et puis il y a aussi le burn-out parental, qui est un syndrome qui commence à être étudié, il commence à y avoir des études là-dessus. Et effectivement, alors la monoparentalité n'est pas en soi un facteur de risque, mais la précarité, oui, le manque de relais, oui, et puis d'autres facteurs qui sont des marqueurs de la monoparentalité. Et comme on vient de voir exactement. Que tous ces marqueurs, les femmes les plus fragiles étaient surexposées, finalement, du coup, ça revient un petit peu au même. Au burn-out parental. Et on précise, on parlait de l'intérêt supérieur de l'enfant, que les enfants qui n'ont aucune activité extrascolaire en troisième sont 2 fois plus nombreux que la moyenne dans les familles monoparentales, pour, là encore, toutes ces raisons de disponibilité, de temps, d'accès à l'argent et de possibilités. Noémie Kenkin-Sonigo, créatrice de l'appli Team Parents, que l'on retrouve après la récré ciné, on est mercredi. Mercredi, on va au cinéma comme souvent avec vous, Brandon, parce que vous êtes quasiment toujours. Cette semaine, vous nous emmenez au Mexique pour un film qui fait beaucoup parler de lui, Héroïco. Énormément parler de lui, effectivement. Un film mexico-suédois réalisé par David Zonana. Il avait réalisé un premier film en 2019. Lui, c'est l'acteur, le réalisateur du social au Mexique. Un premier film, Mano de Obra, en 2019, qui avait cartonné. C'est le plus gros succès mexicain à l'international, plusieurs prix. Donc, il vient de sortir, mais il fait couler beaucoup d'encre. Outre-Atlantique, c'est le cas de le dire, parce qu'il s'intéresse à une institution, la plus grande institution, la plus importante au Mexique, c'est l'armée. L'armée mexicaine, c'est la première fois qu'on souhaite s'attaquer à ce genre d'institution, qui est réputée pour sa violence dans le monde entier, il faut le dire. L'affiche n'a pas l'air très sympa non plus. L'affiche n'a pas l'air sympa, elle donne le ton, vous la voyez. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Et donc, une affiche très éloquente. L'histoire, c'est quoi ? C'est un jeune homme qui s'appelle Luis, il a 18 ans, il n'a pas d'argent, il veut aider sa famille, il s'engage dans l'armée, sauf qu'en fait, il a une très très bonne image de l'armée. Il y a une très grosse communication de l'armée mexicaine dans les années 80-90. Donc pour lui, il va en vacances et en fait, il fait face à une violence extrême, notamment chez les jeunes, à une humiliation. Et il ne s'attend surtout pas à voir ce qu'il va voir, notamment face à la direction. Et voilà, il n'est pas au bout de ses surprises. Bonne annonce. Ustedes vinieron aquí para forjarse como oficiales, como hombres. Quiero que sepan que todo esto no es por ustedes, es por el bien de México. ¿Necesita seguro médico? Sí, para mamá y para mí. ¿Qué tiene o qué? Diabetes. ¿Ustedes también son potros? Sí. Sí. ¿Me caes bien? Eso es bueno. Ponte vivo. Esos güeyes a la primera te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado. ¿Y Mari? Pues no sé, güey. Es sobre la desaparición de una alumna. Mira, yo sé que a veces a los alumnos se les pasa la mano en sus jueguitos. Pero aquí no hay gato encerrado. Aquí no vienes a pensar, vienes a seguir órdenes. ¿Me recuerdas de cuando yo empecé, Potro? Vas, Potro.
vas a ser como yo. ¡Vas, potro! 10, 9. Necesitas hacerte hombre. ¿Qué no puedes, cabrón? 5, 4, muévete, cabrón. ¡Vas, vas, vas! Film à ne pas mettre sous tous les regards, ou peut-être que si. Peut-être, oui, sans doute. On parle inspiré d'une histoire vraie, d'histoire vraie de manière générale. Ça se passe comme ça. D'ailleurs, on s'inspire beaucoup, le réalisateur le dit, de Full Metal Jacket, notamment. Ça, de Stanley Sergent Kubrick. Hartman, effectivement, devient le sergent Sierra. Et il y a une chose importante aussi, il faut regarder le film en version originale parce qu'il est authentique, il y a 100% de réalisme. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des anciens cadets de l'armée mexicaine. Le film a été présenté en ouverture au Festival Sundance en 2023. Carton. Le grand festival américain du film d'auteur. C'est exactement ça. Réussi. Et aussi la Berlinade, donc il n'a pas reçu de prix, mais un carton. Et d'ailleurs, regardez l'affiche, le film qui a fait trembler le gouvernement mexicain. Ouais. Effectivement, c'est le cas parce qu'il a reçu beaucoup de menaces, le réalisateur, pour le sortir. Il n'a reçu aucune aide du gouvernement et pourtant un carton, 500 000 entrées en un mois. Alors, on pourrait croire que ce n'est pas beaucoup, mais pour un film d'auteur au Mexique, il faut multiplier par 10 par rapport en France. C'est ça. Carton phénoménal. Et parce que c'est sûr que s'attaquer à une institution comme l'armée, je ne vois pas d'exemple en France. Je ne vois pas de film, à part des films sur la guerre à chaque fois, les Sentiers de la Gloire, voilà, ou autre. Mais il n'y a pas de film qui s'intéresse à l'armée. Il y a Schoendorfer en a fait. Comment? Schoendorfer avait fait des films. Ah oui, c'est vrai, oui, mais c'est des petits films. C'est des trucs de vieux, d'accord. Mais des films qui s'intéressent à l'armée aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'exemples. Et le film est sur le authentique. bizutage, il y avait eu un film réalisé il n'y a pas très longtemps sur le bizutage à l'armée. Oui, peut-être, oui. Mais en tout cas, ça mérite d'être vu. Mais pas de ce niveau-là. Pas de ce niveau-là. Et ça vient de sortir. Héroïco. Merci beaucoup, Brandon. Grand oral. Lorsqu'on traverse une crise familiale, l'information est une arme de protection massive. Je fais les guillemets, parce que c'est vous qui parlez, Noémie Kenkins-Sonigo, fondatrice de Team Parents, invitée du Grand Oral, et c'est vous qui le dites sur votre site. La famille, elle a quand même beaucoup changé en 30 ans, notamment au plan juridique. Il y a eu l'arrivée du Pacs, puis du mariage pour, pour les personnes de même sexe. Il y a eu augmentation finalement des statuts légaux des couples. Donc tout ne se joue plus du tout forcément dans le bureau d'un juge, dans des conditions de divorce au sens habituel du terme. Oui, bien sûr. Et puis le divorce est sorti du bureau du juge. Aujourd'hui, il y a le divorce par consentement mutuel qui se signe accéléré entre avocats depuis quelques et donc années. Déjudiciarisé. Puis c'est vrai que le modèle familial dominant historiquement, aujourd'hui, il n'existe plus. Il y a autant de familles que de modèles de famille. Et c'est plutôt bien d'ailleurs. Je lisais un entretien dans Le Monde avec un démographe à l'INED, Laurent Toulmont, je le cite, les violences à l'intérieur des familles, devenues insupportables socialement, ont néanmoins baissé au fil des ans. C'est moi qui rajoute le néanmoins. Alors, je sais pas, ça correspond pas aux chiffres qu'on a, notamment du ministère de l'Intérieur, qui dit que les violences intrafamiliales... Ça m'a surpris, je me suis dit que l'INED, c'était quand même sérieux. Mais oui, mais alors, le ministère de l'Intérieur dit qu'il y a eu 7% d'augmentation de signalisation de alors, c'est peut-être il est peut-être sur des très longues, sur des suivis de très longs. Mais là, alors peut-être, mais depuis 2020, en fait, il y a à peu près entre 5 et 7% d'augmentation de violences conjugales par an. Et lui disait toujours que sur le long terme, et j'insiste sur cette notion de long terme, la hausse de la monoparentalité veut aussi dire que les femmes étaient moins tenues, comme leur mère ou leur grand-mère, de rester dans des couples toxiques. C'est-à-dire qu'on se sépare, entre guillemets, plus facilement. Bien sûr, c'est la bonne nouvelle. C'est ça, c'est la bonne nouvelle de la mauvaise nouvelle. Voilà, de la précarité, c'est que c'est aussi la faculté de se séparer plus facilement, ça permet aussi à celui qui est perdant dans le couple de reprendre le pouvoir de sa vie et son autonomie. Alors parfois, c'est à des prix très difficile, mais ça permet aussi ça. C'est plus en tout cas la condamnation à vie que ça pouvait être à une époque. Il y a une catégorie qui est moins touchée que les autres, qui est celle des enfants qui vivent en résidence alternée. Alors résidence alternée, de mémoire, ça quoi, une vingtaine d'années, peut-être 18? Oui, à peu près. Dans ces eaux-là. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est censé être une solution privilégiée, mais pas du tout obligatoire. Et en fait, ça stagne. Ça stagne, tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière, donc c'était il y a à peu près 20 ans, on parlait que de ça, on trouvait que c'était formidable et que c'était le modèle de la famille séparée d'avenir. En réalité, aujourd'hui, on stagne entre 11 et 12%. C'est ça. Pourquoi ? Alors, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que c'est la bonne solution pour les enfants. Deuxièmement, la résidence alternée, c'est une solution de riches. Parce qu'il faut 2 grands appartements, des conditions de vie équivalentes, des parents qui arrivent à communiquer au quotidien et à collaborer au quotidien pour leurs enfants. Il faut des parents
et c'est corrélé avec 2 parents qui ont une carrière professionnelle, ça correspond à des niveaux de vie CSP plutôt plus. Et en général, c'est des parents qui travaillent tous les deux, et donc il n'y en a pas un qui prend le pas au niveau de la carrière sur l'autre. Et donc ça concerne quand même plutôt des familles citadines, plutôt des familles de CSP+. C'est une solution de riche, je dis avec des mots ouais, c'est un peu une solution de riche. Mais quand c'est possible, ça peut être formidable. C'est vrai que ça peut être formidable. C'est vraiment du cas par cas. J'ai une dernière question. Emmanuel Macron a suggéré dans une vidéo qui était diffusée mardi 7 mai par le magazine Elle d'ouvrir un débat, c'est lui qui le dit, sur l'instauration d'un éventuel devoir de visite, je mets encore les guillemets quand c'est Emmanuel Macron qui parle, devoir de visite des pères dans les familles monoparentales. Qu'est-ce que vous... Devoir de visite. On sait que c'est très important que cette team parents existe, mais devoir... Alors, c'est un sujet compliqué et la réponse ne peut pas être simple. Aujourd'hui, il y a une mission gouvernementale sur les familles monoparentales. Dont vous faites partie d'ailleurs. Alors, je fais partie du comité consultatif. C'est une mission qui a été initiée par Gabriel Attal et qui a à sa tête Fanta Berete qui est député et Xavier Iacovelli qui est sénateur. Et donc, on travaille à des solutions. En fait, il n'y a pas de quick fix sur ces sujets-là. Ce qui est important, c'est de faire du cas par cas. C'est l'intérêt de l'enfant. Forcer un parent qui n'est pas investi dans la vie de l'enfant à prendre ses enfants, qui n'a pas l'habitude, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Voilà. Mais en revanche, de maintenir ce lien, notamment avec les pères, et on sait que c'est le lien qui se rompt le plus facilement. Là-dessus, il y a un message important de la part de Emmanuel Macron. Travailler la responsabilité des 2 parents dans la vie de l'enfant, ça c'est indispensable et on doit s'atteler à ce sujet-là. Et la responsabilité des parents dans le fait de faire manger des légumes verts. Ça vous en parlez dans Team Parents? On n'en parle pas encore, mais c'est un sujet. Vous allez voir, il va falloir le faire. On va en parler dans Conseil de famille. Vous restez avec nous? Avec plaisir. Conseil de famille, ça va être dans quelques secondes avec Candy Sanzel. Brandon, merci beaucoup. Conseil de famille. Voilà, il n'y a pas encore d'appli pour ça. Candy Sanzel, bonjour. Bonjour. Conseil de famille, Team Parents, l'équipe parentale, on en parle depuis le début de l'émission avec Noémie. Et là, il va falloir faire une équipe pour inviter les enfants à manger des légumes verts. J'aime pas. Mais si, je te jure, c'est bon les brocolis, mais goûte-moi une cuillère. Non, je veux pas. Et à coup évidemment de carottes magiques, vous tentez tant bien que mal de lui faire avaler la pilule, enfin plutôt le légume. Et si vous changiez de méthode, parce que si vous avez bien remarqué, négocier, insister, forcer ou punir votre enfant de dessert, ça ne marche pas, c'est même contre-productif puisque ça va le braquer. Alors vos trucs pour faire manger des légumes aux enfants en douceur. Alors, déjà, l'une des méthodes les plus efficaces pour intéresser les jeunes enfants aux légumes, c'est de les faire participer en vrai au processus des repas de la famille. Et pour ça, chacun peut proposer par exemple des menus pour la semaine. Déjà, ça va leur permettre d'apprécier un repas au moins dans la semaine. Et puis, ça vous permet non seulement de varier, mais de vous organiser aussi pour faire les courses. Donc, c'est plutôt pas mal. Une fois les menus élaborés, place aux courses. On emmène évidemment les enfants faire les courses. On l'applique. Exactement. On le laisse choisir les légumes. Il va adorer aussi certainement découvrir d'où viennent les légumes. Parce que par exemple, quand on achète des carottes au supermarché, on est bien content de comprendre quand elles sont dans l'assiette avec les carottes râpées, on est bien content de comprendre justement le rapport. Autre chose, c'est bien de les laisser vous aider à laver, éplucher ou même préparer les légumes parce que cette participation active en fait va générer chez lui un engagement et il sera évidemment beaucoup plus enclin à goûter quelque chose qu'il a lui-même préparé. D'accord, donc je donne un couteau bien aiguisé à mon enfant de 3 ans. Non, je ne fais pas ça. Il existe heureusement maintenant plein d'ustensiles en fait qui ont été imaginés justement pour les petits chefs débutants de 4 à 10 ans. Génial. Donc couper des légumes, étaler la pâte, doser, tout ça c'est devenu un vrai jeu d'enfant. Ça leur permet en plus de développer en plus de l'autonomie la motricité fine, ce qui est très important à cet âge-là. En fonction de l'âge des enfants, ce que vous allez faire c'est que vous allez leur proposer en fait différentes tâches en fonction évidemment de leur âge mais aussi de leurs compétences et puis de leurs envies. Donc par exemple les plus petits peuvent laver les légumes ou mélanger les ingrédients. À partir de 4 ans, ils peuvent couper par exemple les légumes et évidemment avec des ustensiles adaptés à leur âge, on le rappelle. Et les plus grands, les adolescents, peuvent par exemple s'occuper de la surveillance de la cuisson. Et puis vous, évidemment, vous chapeautez le tout, vous donnez les ordres à vos petits commis et vous faites toutes les tâches qui nécessitent la présence d'un adulte, évidemment. Et ça suffit à leur faire manger des légumes ou il n'y a pas 2-3 trucs en plus? Ça dépend. Ne dit-on pas qu'on mange d'abord avec les yeux? Si. Tout à fait. Donc présenter les légumes de manière attrayante va forcément avoir un impact. Donc plus c'est ludique, plus ça marche. Donc vous pouvez par exemple créer des assiettes rigolotes avec des brochettes de légumes multicolores, des recettes en forme d'animaux aussi, ça marche très bien, ou déguiser des légumes
pour les rendre beaucoup plus attrayants. C'est sûr que des radis noirs transformés en yeux de panda ou des bâtonnets de carottes en épée de chevalier, ça donne bien plus envie. Tiens, je vous parlais des brocolis, ça ressemble pas à un arbre par exemple? Bon, ok. Et en 30 secondes, si jamais tout ça ne marche pas? Alors là, on passe en mode camouflage. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment glisser des légumes un peu partout dans vos quiches, souffler, clafoutis, pizza, gratin, etc. Ouais. Ça, on connaît. Mais saviez-vous également qu'on pouvait remplacer le sucre et la matière grasse dans les gâteaux au chocolat? Et oui, la courgette. Sandra Ferreira qui nous l'a raconté dans cette émission. Par la courgette ou même par la compote de pommes. Alors ça fait parfaitement la blague, c'est absolument insoupçonnable au goût. Vous pouvez aussi faire des brownies aux haricots rouges ou même des puddings au chocolat et avocat. Le smoothie vert marche très bien également avec quelques pousses d'épinards. Ça fait la blague et surtout, on le sent pas du tout. Donc voilà, si vos enfants voient des légumes de toute manière aussi souvent qu'ils voient des publicités à la télé, croyez-moi, ils seront habitués à en manger. Ils vous prendront comme exemple parce que vous aussi, vous donnez l'exemple. Donc foncez, allez sur les légumes. Allez, merci beaucoup. Et si vous réussissez à faire ça, c'est que vous avez une super équipe parentale. Si jamais ce n'est pas le cas, vous allez sur l'appli qui a été créée par Noémie Kenkin-Sonigo, Team Parents, qui vient de lancer sa zone rouge. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Pénélope D à la préparation de l'émission, qui en régie sont aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son, Angèle Jean-Gira à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais manger des brocolis.